Bonjour à toutes et à tous. Alors, le droit. Ça peut sembler un peu complexe, voire intimidant, n'est-ce pas? On imagine tout de suite d'énormes livres, des textes incompréhensibles. Mais en réalité, c'est le système d'exploitation de notre société. C'est ce qui permet que tout fonctionne, plus ou moins bien. Alors, oublions l'image poussiéreuse. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les concepts de base, pour que tout devienne beaucoup plus clair. Voici notre feuille de route. On va commencer en douceur en voyant que le mot droit a en fait un double visage. Ensuite, on passera une règle de droit au microscope pour voir comment elle est faite. Après ça, on découvrira comment ces règles sont organisées en grandes familles, puis d'où elles viennent. Et enfin, on verra comment on gère le casse-tête des lois qui se contredisent. Allez, c'est parti. On attaque avec la première section. Et là, c'est vraiment la base de tout. Il faut bien comprendre que le mot droit a une double signification. Si on saisit bien cette idée, on a déjà une des clés principales pour comprendre toute la logique juridique. Alors la question est simple. De quoi on parle au juste quand on dit le droit? Est-ce que c'est l'ensemble des règles qui organisent notre société? Ou est-ce que ce sont les permissions que chacun de nous peut utiliser? Eh bien, la bonne réponse, c'est les deux. Ce sont vraiment les deux faces de la même pièce. Et voici cette fameuse distinction. D'un côté, il y a le droit objectif. C'est le droit, avec un grand D. C'est le cadre général, toutes les règles d'un pays. De l'autre côté, il y a les droits subjectifs. Là, ce sont mes droits, les permissions que ce grand cadre me donne personnellement. Pour que ce soit clair, quand on dit « le droit français interdit de voler », on parle de droit objectif. Mais quand on dit « j'ai le droit de vote », ça, c'est un droit subjectif que le système me garantit. Parfait. Maintenant que cette différence est bien claire, on va faire un zoom sur le droit objectif, ce fameux cadre général. Il est fait de milliers de briques élémentaires, qu'on appelle les règles de droit. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'une règle est vraiment juridique, et pas juste une règle de politesse ou une simple habitude? Voilà la définition à retenir. Une règle de droit, c'est une norme, donc une règle qui est générale et impersonnelle, c'est-à-dire qu'elle s'applique à tout le monde. Mais sa vraie signature, ce qui la rend unique, c'est que si on ne la respecte pas, l'État, l'autorité publique, peut nous sanctionner. C'est ce lien avec la puissance de l'État qui change absolument tout. Pour être sûr de bien la reconnaître, il y a une sorte de checklist en 3 points. D'abord, elle est prescriptive. Elle nous dit quoi faire. Elle ordonne, interdit ou permet quelque chose. Ensuite, elle est générale et impersonnelle. Elle ne vise pas une personne en particulier, mais une situation. Et enfin, le point le plus important, elle est obligatoire. Son respect est garanti par l'État qui peut utiliser la force si nécessaire. Ce tableau permet de bien voir la différence. Une règle morale, ça vient de notre conscience. Si on la viole, la sanction, c'est le remords. Une règle religieuse vient d'une foi, sa sanction est divine. La règle de droit, elle, est très différente. Son origine, l'État. Sa finalité, organiser la société. Et sa sanction, elle est bien réelle, appliquée par la force publique. C'est cette différence fondamentale qui la met à part. Ok, on a donc des milliers de règles de droit. Pour s'y retrouver dans cette jungle, on les a classées dans des grandes catégories, des familles. Et la toute première distinction, la plus importante, c'est celle qui sépare le droit public et le droit privé. Le critère pour faire la différence est assez simple. Il faut se demander, est-ce que l'État est impliqué en tant que puissance publique? Si la réponse est oui, on est en droit public. C'est le droit qui organise l'État et ses relations avec nous. Par contre, si l'affaire concerne des relations entre des personnes privées, des individus, des associations, des entreprises, alors on bascule dans le droit privé. Du côté du droit public, on trouve logiquement tout ce qui touche à la structure de l'État. Le droit constitutionnel, c'est son squelette. Le droit administratif, c'est comment il fonctionne au quotidien. Et puis, bien sûr, il y a le droit qui gère son budget et celui qui gère ses relations avec les autres pays. Et du côté du droit privé, on touche à notre vie de tous les jours. Le droit civil, c'est le cœur du réacteur. La famille, les contrats, la propriété, c'est lui. Et autour, on a des branches plus spécialisées comme le droit commercial pour les affaires, le droit du travail ou encore le droit pénal, qui vient punir les infractions les plus graves contre la société. On sait maintenant ce qu'est une règle et comment elles sont classées. La question logique qui vient tout de suite après, c'est « mais au fait, d'où est-ce qu'elles sortent ces règles? Qui a le pouvoir de les créer ?» C'est tout le sujet des sources du droit. Avant de regarder les sources concrètes, juste un mot sur une très vieille question philosophique. Est-ce qu'on invente le droit de A à Z ou est-ce qu'on ne fait que découvrir des principes de justice qui nous dépassent? Alors, pour faire très simple, il y a 2 écoles. Le courant naturaliste pense qu'il existe un idéal de justice au-dessus de nous, un droit naturel. Et le courant positiviste, lui, dit que le seul vrai droit, c'est celui qui est réellement posé, créé par l'État à un moment donné. La plupart des systèmes juridiques modernes sont basés sur cette deuxième idée. En pratique, les sources du droit sont organisées selon une hiérarchie très stricte. On parle souvent de la pyramide des normes. Et tout en haut, au sommet de cette pyramide, on trouve la Constitution. C'est la loi suprême. Elle définit les règles du jeu de l'État et nos droits fondamentaux. Aucune autre norme ne peut lui être contraire.
Juste en dessous de la Constitution, il y a les traités internationaux et le droit européen. Quand la France signe un traité, elle s'engage à le respecter, et ce texte a une autorité supérieure à nos lois nationales. On descend d'un étage pour prouver la loi. C'est la source la plus connue, celle qui est votée par les députés et les sénateurs au Parlement. Elle est l'expression de la volonté générale. Mais bien sûr, la loi doit toujours respecter ce qui est au-dessus d'elle dans la pyramide. Et tout en bas de la pyramide des textes, on trouve le règlement. C'est l'outil du gouvernement, comme les décrets ou les arrêtés. Son rôle, c'est de venir préciser les détails techniques pour permettre l'application concrète d'une loi. Et logiquement, un règlement ne peut jamais contredire la loi qu'il applique. Cette pyramide a l'air bien claire, mais parfois des complications apparaissent. Que se passe-t-il quand deux règles de droit semblent pouvoir s'appliquer à une même situation, mais qu'elles sont contradictoires? C'est ce qu'on appelle un conflit de loi. Pour faire simple, on parle de conflit de loi quand on a un cas précis et qu'on hésite entre au moins deux règles qui donneraient des résultats différents. Le travail du juriste, c'est alors de savoir quelle méthode utiliser pour déterminer laquelle des deux règles doit l'emporter. Il y a deux grands types de conflits. Le plus fréquent, c'est le conflit dans le temps. Une nouvelle loi est votée et remplace une ancienne. Que fait-on pour une situation qui a commencé sous l'ancienne loi? L'autre cas, c'est le conflit dans l'espace. Par exemple, lors d'un mariage entre une personne française et une personne sénégalaise, quelle loi s'applique? Celle de la France ou celle du Sénégal? Pour le conflit dans le temps, la solution repose sur deux grands principes. Le premier, c'est la non-rétroactivité. Ça veut dire qu'une nouvelle loi ne peut pas revenir en arrière pour changer des situations qui sont déjà terminées. C'est une garantie de sécurité. Le second principe, c'est l'application immédiate. Dès que la nouvelle loi est en vigueur, elle s'applique à tout ce qui se passe à partir de cet instant. C'est l'équilibre entre la stabilité et le besoin de faire évoluer le droit. Et tout ça nous amène à une idée centrale. Le droit n'est pas un monument de pierre figé pour l'éternité. C'est un système vivant qui doit constamment s'adapter à une société qui, elle, ne cesse de changer. Comprendre sa structure, comme on vient de le faire, ce n'est pas juste mémoriser des règles, c'est comprendre le code source qui régit nos interactions. Et ça laisse une question ouverte pour nous tous. Comment le droit va-t-il continuer à s'adapter aux défis de demain ?